Moto TV au cœur de l'actualité. Vous êtes à l'écoute de la Moto TV. Voici votre journal pour nous suivre. Le mois de la femme a été lancé ce lundi 3 mars à Butembo lors d'une conférence réunissant autorités et acteurs sociaux. Les femmes ont insisté sur l'égalité de sexe, précisant qu'hommes et femmes ont les mêmes droits malgré des attentes sociétales différentes. Les femmes sont appelées à revendiquer leurs droits par l'action et la participation active dans la société. Conséquences humanitaires de la guerre du M23 sur la population du territoire de Lubero, elle fragilise l'approvisionnement en médicaments et le fonctionnement des structures sanitaires pendant que la population lutte pour sa survie. Les ONG alertent sur les risques de maladies et des traumatismes liés au conflit. Voilà tout pour le sommaire. Restez penchés. Bienvenue dans l'intégralité de votre journal Lancement ce lundi 3 mars des activités du mois de la femme en ville de Butembo. L'événement s'est tenu de la grande salle de l'hôtel des villes rassemblant autorités politico-administratives, organisations féminines et une centaine de participants. Une conférence a marqué cette journée avec plusieurs interventions axées sur les droits de la femme. Reportage de Joël Tali rendu par Clémence Ningo. Parmi les exposés, celui de Zawadi Bissomeko sur les thèmes droit, égalité et autonomisation de la femme. Elle a avant tout clarifié la notion d'égalité, expliquant qu'elle ne signifie pas uniformité des droits, mais reconnaissance équitable des opportunités pour hommes et femmes. Selon elle, les sociétés traditionnelles ont longtemps relégué la femme à un rôle secondaire et exclu des sphères de décision. Pourtant, hommes et femmes possèdent des mêmes droits fondamentaux, bien que leur rôle et attentes diffèrent selon les contextes socio-culturels. Elle a ensuite évoqué l'existence de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes adoptée par l'Assemblée générale des États-Unis en 1979. Ce texte juridique international engage les États signataires à garantir aux femmes l'égalité dans tous les domaines de la vie politique et privée. Plusieurs nations, y compris la RDC, l'ont ratifié, témoignant d'une volonté politique de renforcer les droits des femmes. Concernant l'autonomisation, Zawadi Bissomeko a souligné qu'elle repose sur la capacité des femmes à prendre des décisions et à agir en fonction de leurs choix économiques, sociaux et politiques. Elle a insisté sur l'importance pour les femmes d'exploiter leurs talents et compétences pour contribuer au développement de leur communauté. Elle a également encouragé la solidarité entre femmes, affirmant que s'unir dans des projets communs peut leur permettre d'accomplir de grandes choses. Elle a exhorté les femmes à réclamer leurs droits par l'action et la participation active aux activités socio-économiques et politiques plutôt que par la simple revendication verbale. Selon elle, l'implication directe est le meilleur moyen de faire valoir ses droits et de démontrer sa valeur au sein de la société. D'autres interventions ont enrichi cette conférence, abordant divers aspects de la promotion des droits et du rôle des femmes dans le développement de la ville de Butembo. Autre chose, depuis la résurgence du conflit opposant les FARDC au M23, la situation humanitaire s'aggrave dans les Nord Kivu. Dans les zones sous occupation de rebelles, l'accès aux soins de santé est devenu extrêmement difficile. De nombreuses structures sanitaires ont fermé, tandis que celles encore en activité souffrent de manque criant de médicaments. Nous suivons les reportages de Luciana Msiviroa, Georges Lomba et Mirembe Gitawite. Les hostilités à court ont contraint plusieurs centres de santé et hôpitaux à fermer leurs portes, notamment dans les territoires de Lubero et de Rutshuru. Les coordinations de la société civile de Butembo et Lubero ont tiré la sonnette d'alarme lors d'une déclaration faite le week-end dernier. Selon elle, les établissements encore ouverts fonctionnent dans des conditions précaires, faute de médicaments et de personnel médical. Plusieurs structures sanitaires ont fermé leurs portes en territoire de Lubero et d'autres fonctionnent difficilement avec des stocks presque vides
à médicaments, malgré le nombre très élevé de patients, en majorité des déplacés internes. En ville de Butembo, les structures sont dépassées par les patients, surtout déplacés dépourvus de moyens financiers pour prendre en charge les frais des soins médicaux. Les organisations humanitaires qui interviennent dans le secteur de la santé partagent cette préoccupation. L'ONG Action humanitaire pour le développement intégral a dit redoute des graves conséquences sur les populations vulnérables. Son coordinateur crée que les bénéficiaires de leur projet ne subissent des traumatismes psychologiques ou contracter de maladies sexuellement transmissibles, faute de structures pour les accompagner. Mais aussi des grossesses non désirées. Donc, à ce niveau-là, si quelqu'un a été violé, et encore que dans toute la zone, toutes les organisations de protection ne s'y trouvent plus, donc il n'y a plus de prise en charge. Et même les kits PEP, il n'y en a pas. Vous arrivez par exemple ici à Limbongo, à Limbongo, jusqu'à Cassé, il n'y a pas de prestataire. Or, les kits PEP sont souvent dans les centres de santé. Donc d'office, toutes les personnes qui sont violées là-bas, elles n'ont pas accès à ces kits PEP. Mais aussi il y a d'autres qui développent des troubles psychologiques. Or, tous les espaces que nous avions déjà mis là-bas avec les APS communautaires, ils pouvaient aider facilement les victimes pour essayer de lutter pour la prise en charge holistique. Donc ça, c'est un des défis. Depuis l'occupation de plusieurs localités par le M23, les infrastructures médicales n'ont pas été épargnées par les pillages et destructions. Ces climats d'insécurité laissent la population sans assistance sanitaire, aggravant ainsi une crise humanitaire déjà alarmante. Et le M23 a remis aux forces de défense rwandaises un groupe de combattants de FDLR capturés à RDC. La cérémonie s'est tenue le samedi 1er mars 2025 au poste frontalier de Grande Barrière à Rubavu. Les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent une mise en scène visant à justifier l'évasion rwandaise et à discréditer l'armée congolaise. Nous suivons les récits avec Mme Penzi Mansekeli. Le mouvement du 23 mars M23 et son allié, alias Fleuve Congo, AFC, actif dans l'est de la RDC, affirme avoir capturé des combattants de FDLR lors de l'opération militaire. Leur transfert au RDF a eu lieu à présence de certaines autorités locales rwandaises et des médias locaux. Mais pour le porte-parole des forces armées de la RDC, FARDC, le général Sylvain Ekenge, cette remise n'est qu'un montage de mauvais goût. Selon lui, cette mise en scène a pour but de ternir l'image des FARDC et des forces régionales de la SANDEC, tout en légitimant l'occupation des territoires congolais par le Rwanda. Profitant de cette occasion, les FARDC ont dénoncé des exécutions sommaires attribuées à l'armée rwandaise. Selon le général Ekenge, de militaires congolais blessés ou malades auraient été assassinés à l'hôpital du Kakatindo, à Goma. Il qualifie ces actes de crimes de guerre et crimes contre l'humanité et affirme qu'ils ne resteront pas impunis. Depuis sa résurgence, l'M23 contrôle plusieurs zones stratégiques de l'est du pays. Après avoir conquis de vastes territoires au nord Kivu et au sud Kivu, et s'est emparé de grandes villes comme Goma et Bukavu. Face à cette polémique autour du rapatriement des FDLR par l'M23, le notable du Grand Nord, Maître Achille Kapanga, appelle la population à la vigilance face à cette manœuvre du M23 AFC. Il parle d'une diversion du Rwanda pour aveugler la situation. Il est dans ses propos. On a vu les images qui circulent sur différentes chaînes, dans des réseaux sociaux, comme quoi on est en train de capturer les FDLR et les faire retourner chez eux au Rwanda. Nous disons, c'est bon, mais quand même le théâtre a aussi certaines limites. Les FDLR sont en RDC depuis plus de 30 ans.
Est-ce que c'est un jeune de 15, 20 ans, 28 ans qui est maintenant aujourd'hui FDLR? Et les gens là qu'ils ont montré après les tenues neuves des FARDC, ce sont des tenues qu'on a récupérées dans des dépôts. Quand ils ont pillé, ils ont fait leur histoire à Goma. Nous pensons que notre gouvernement doit travailler sur pareille situation. Et le plus tôt possible. Pourquoi? Parce que Kagame veut maintenant commencer à justifier sa présence en RDC par rapport à ces images-là. Et comme la communauté internationale a souvent été naïve, on risque d'encore de redonner crédit à Kagame pour dire non, voilà, il a raison, voilà ce qu'il est en train de faire en RDC. Donc, à nous de communiquer, nous devons faire des actions concrètes pour montrer que cette fois-ci, on ne veut plus de ce théâtre-là. Et le peuple de Goma, de partout, qui nous suivent à l'instant, nous pensons qu'il est grand temps pour eux de voir que les théâtres qui se montent à Goma, c'est un danger pour la République. Il ne faut pas que les gens soient derrière de telles fantaisies. C'est mon appel que je lance à tous les Congolais, en tant que patriotes. Je dis que non, nous devons éviter d'être dans le jeu de l'ennemi. Cette attitude-là, ces jeux-là, cet théâtre que Kagame est en train de monter, sont dangereux pour notre République. Donc soyons prudents, soyons vigilants. Et surtout, notre diplomatie doit être en marche pour étouffer vite ce théâtre que Kagame veut commencer. Un mois après la prise de Goma par les rebelles du M23, la ville fait face à une crise sans précédent. Le manque de nourriture, les pillages, les blessés, les cadavres saturant les morgues et la paralysie du système éducatif aggravent la détresse des habitants. Face à ces situations, la Lucha appelle les autorités à rétablir la paix à l'est du pays. Luciana Msivirwa, récit. Depuis l'entrée de rebelles dans la ville volcanique de Goma, la population survit dans des conditions précaires caractérisées par une grave crise économique. Stewart Mouindo, militant du mouvement citoyen Lucha, a confié à Moto TV ce vendredi que de nombreux habitants manquent de liquidités pour leurs besoins quotidiens. Il souligne que plusieurs banques n'ont toujours pas ouvert leurs portes et les rares guichets automatiques fonctionnels peinent à fournir du cash à la population. Il y a premièrement le fait que les institutions bancaires et financières n'ont jamais ouvert leurs portes. Cela fait en sorte qu'il n'y a pratiquement pas d'argent en circulation. Donc si vous avez l'argent en banque, malheureusement vous ne pouvez pas y avoir accès. Et les personnes qui sont éloignées, qui peuvent vous envoyer l'argent à travers des services bancaires comme Western Union, ne peuvent malheureusement pas le faire. Il y a aussi le fait que beaucoup d'entreprises, beaucoup d'organisations humanitaires n'ont pas repris intégralement leur travail. Ça fait en sorte que des personnes qui avaient un salaire à la fin du mois ne peuvent tout simplement plus l'avoir. Il y a aussi le fait que les transferts par mobile money sont très compliqués. Déjà, pour avoir un transfert, pour en tout cas retirer de l'argent, il faut déjà payer les frais de transfert. En plus de ces difficultés économiques, les habitants vivent dans la peur. 2 assassinats sont signalés dans plusieurs quartiers, mais peu osent dénoncer ces actes par crainte des représailles. La violence omniprésente réduit au silence ceux qui voudraient témoigner. Alors la situation sécuritaire à Goma est très catastrophique. Depuis l'entrée du M23 et de l'armée rwandaise, il y a pratiquement chaque jour des assassinats, des vols, des viols et d'autres exactions qui sont commis contre les civils. Un grand problème, c'est que aussi il est pratiquement impossible de s'en plaindre. Donc, si votre proche est tué, vous n'avez pas où vous plaindre. Et si vous vous plaignez, vous pouvez être la prochaine victime. Il n'y a pas de tribunaux. Donc, c'est en tout cas la catastrophe. Le fait que, voilà, on vit une insécurité permanente et on n'a pas le droit de s'en plaindre. L'éducation est également en péril. Selon ces militants de la société civile, de nombreuses écoles sont fermées, laissant des milliers d'enfants sans accès à l'enseignement. Les familles déjà en détresse craignent que cette crise compromette l'avenir de leurs enfants. Les activités scolaires sont très timides et c'est dommage parce que voilà, c'est quand même nos enfants, ils ont droit à l'éducation et c'est le minimum qu'on puisse leur faire après n'avoir pas été en mesure de leur garantir la paix. Donc malheureusement aujourd'hui, les écoles n'ont pas encore effectivement repris. Et surtout dans certains quartiers périphériques, les enfants ne vont pratiquement plus à l'école, du fait notamment de ces risques de recrutement forcé et du fait de l'insécurité ambiante chaque jour. La situation humanitaire à Goma ne cesse de se détériorer et l'occupation des rebelles, qui dure depuis un mois, aggrave le quotidien des habitants. La population appelle à une intervention urgente des autorités compétentes pour restaurer la sécurité et permettre un retour à la vie normale.
Nous vous gardons toujours Lusania Moussivirois. Là, vous nous parlez de l'insécurité dans l'est de la RDC qui reste toujours d'actualité avec l'activisme de plusieurs groupes armés, notamment les M23. Pendant ce temps, d'autres groupes armés comme les ADF et Codeco profitent du chaos pour multiplier des attaques contre les civils, notamment en Ituri. L'ONU alerte sur une crise humanitaire sans précédent, marquée par des massacres et des déplacements massifs de population. Récit. Lors du lancement du plan de repose humanitaire 2025, le 27 février, Bruno Le Marquis, coordonnateur des Nations Unies à RDC, a dressé le tableau alarmant. Il qualifie la situation à RDC d'une polycrise d'une ampleur inédite. Il dénonce une montée de violence qui s'étend désormais de l'Ituri jusqu'au Tanganyika. La dispersion de forces loyalistes face à l'offensive du M23 permet à d'autres groupes armés de renforcer leur emprise sur plusieurs territoires. Dans les territoires de Djougou et Ituri, plus de 100 civils ont été tués depuis début février, selon des sources humanitaires. Femmes, enfants et déplacés sont les principales victimes. Une attaque du groupe Codeco près du site de Djaïba a provoqué déplacement massif des populations qui ont trouvé refuge devant une base de la MONUSCO. Les violences opposent aussi des milices Codeco et Zaïre sous prétexte de défendre les communautés Lendou et Hema. Depuis la reprise des affrontements en 2017, la province est plongée dans un cycle meurtrier de massacres et de déplacements massifs. En 2024, 1,36 million de personnes, soit 18% de la population de l'Ituri, avaient déjà fui leur foyer. Malheureusement, les violations du droit humanitaire se multiplient sans perspective immédiate d'apaisement. Nous retournons à Butembo où les écoles primaires Mama Wauzima Mengue, Mwanke Sourmuye et l'Institut Notre-Dame de l'Assomption ont célébré leur fête patronale ce lundi 3 mars. Une messe d'action de grâce a été organisée en hommage à Monseigneur Henri Pirard Joseph Marius, fondateur de Frères de l'Assomption. Cet événement a rassemblé élèves et enseignants pour honorer sa mémoire 50 ans après sa disparition. Trouvez des détails dans ce reportage de Gérard Mourefou. La célébration eucharistique s'est déroulée à 9h dans l'église de la paroisse Sainte-Croix de Tiabouiri. Les élèves et enseignants des écoles primaires Mama Wauzima Meng, Mwange Sourmuye ainsi que de l'Institut Notre-Dame de l'Assomption ont pris part à cette célébration. Ces moments de recueillement étaient dédiés à la prière et à l'hommage à Monseigneur Henri Pirard Joseph Marius, premier évêque du diocèse de Butembo-Béni et fondateur des congrégations des Petites Sœurs de la Présentation PSP et de Frères de l'Assomption FA. Le Père Dieudonné, célébrat du jour, a rappelé aux enfants et à leurs enseignants les grandes qualités de Monseigneur Henri Pirard, notamment l'humilité, l'honnêteté, la simplicité. Il a souligné son engagement pour l'éducation et le développement de l'église locale. Avant la fin de la messe, le frère Boussavi Kalirwa Moïse a pris la parole au nom des écoles concernées. Il a mis à lumière l'héritage laissé par Monseigneur Henri Pirard Joseph Marius, rappelant son rôle dans la fondation des écoles et autres structures éducatives du diocèse de Butembo-Béni. Les écoles primaires Mengue, Mama Wauzima, Mwange Sourmuye et l'Institut Notre-Dame de l'Assomption sont situées dans le quartier de l'évêché, cellule London. Elles ont été initiées par les Frères de l'Assomption pour offrir une éducation de qualité aux enfants du diocèse de Butembo-Béni.
et les examens du premier semestre de l'année académique 2024-2025 ont débuté ce lundi 3 mars à l'Université de l'Assomption au Congo UAC. Étudiants et enseignants sont mobilisés pour assurer le bon déroulement des épreuves ce premier jour. Les examens se sont tenus au site Mirador dans plusieurs salles aménagées pour l'occasion. Delphé Voya nous a fait le point. Pour garantir de bonnes conditions de passation des examens, plusieurs salles ont été préparées, notamment dans les bâtiments Monseigneur Charles Mboa. À l'intérieur, le calme règne, chaque étudiant est concentré sur sa copie. Devant d'autres bâtiments, certains étudiants s'affairent encore à vérifier la salle où ils doivent composer, tandis qu'à l'intérieur, les épreuves se déroulent avec sérieux. Tout se déroule dans le respect du calendrier académique. Les examens vont se poursuivre jusqu'au 15 mars. Depuis le lancement des activités académiques en octobre dernier, l'UAC suit rigoureusement le calendrier établi par le ministère de l'Enseignement supérieur universitaire ESU. Pour cette année 2024-2025, l'université adapte son programme aux directives nationales, garantissant ainsi la conformité de ses formations avec les standards académiques du pays. Par là se boucle cette édition. Merci à vous de l'avoir regardé. À bientôt sur Moto TV.